ravi de vous recevoir dans ce webinaire qui s'intitule Repenser la transition socio-écologique à partir des voies marginalisées. Retour sur deux méthodes de recherche-action participative. Je suis Sylvain Lefebvre, je suis professeur à l'UQAM, je suis membre du Centre de recherche sur les innovations sociales et j'ai le plaisir aussi de co-diriger avec Mathilde Manon l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. C'est donc une collaboration entre Parole d'Exclus, son incubateur et le CRISE qui est derrière l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Euh, Nous avons jusqu'à 13 heures ensemble, donc c'est un webinaire d'une durée d'une heure et puis il y a une période d'échange aussi avec le public. C'est-à-dire vous. Avant de débuter les présentations et de présenter nos invités, vous mentionnez que cet événement est enregistré. Donc, on vous invite à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Et si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, juste fermez vos caméras ou posez vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement sera diffusé sur le site internet du CRISE prochainement. Et donc, c'est un séminaire du CRISE qui s'inscrit dans une série de réflexions sur les retombées sociales de la recherche, sur la justice épistémique. On a un livre récemment paru, Savoir et pouvoir, justice épistémique et innovation sociale, qui revient sur un certain nombre de ces enjeux. Et notamment dans ce livre, il y a un chapitre sur le travail de l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Vous pouvez en prendre note. Et aujourd'hui, en fait, c'est un triple regard croisé sur des dispositifs de recherche-action liés à la transition socio-écologique. Donc, on a convié à la fois une chercheuse en milieu communautaire, Paola Cruz, qui travaille à Parole d'Exclus, une chercheuse en milieu académique, Elisabetta Bucolo, qui est au CNAM, et puis une citoyenne, Elisabeth Maryse Plantin. Et donc, c'est ce triple regard qui va se déployer autour de deux projets de recherche-action. Le webinaire d'aujourd'hui va se découper en un certain nombre de temps. D'abord, Mathilde Manon va dire quelques mots pour vous présenter Parole d'Exclus et donc son incubateur universitaire. Ensuite, on aura la prise de parole de Paola Cruz, donc qui est chargée de recherche à Parole d'Exclus depuis le 2023, où elle co-construit des projets de recherche-action avec la communauté nord-montréalaise pour l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Paola est titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement. Elle est spécialisée dans l'action collective et les mouvements sociaux. Elle va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes et ensuite on aura une discussion d'une trentaine de minutes, 30 à 40 minutes, entre Paola, Elisabeth Maryse-Plantin et Elisabetta Bucolo. Donc Elisabeth Maryse-Plantin, c'est une citoyenne engagée vivant à Montréal-Nord depuis 2017. Elle est impliquée au sein de son quartier, elle collabore avec des organismes locaux comme Parole d'Exclus et le Centre d'action bénévole. Elle est également membre active de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé que plusieurs d'entre vous connaissez, dirigée par Jeannie Houle, où elle fait partie de la gouvernance et elle contribue à divers projets de recherche, notamment sur l'insécurité résidentielle et l'insécurité alimentaire. Elle participe aussi au projet innovant du livre vivant. Enfin, notre dernière intervenante, c'est Elisabetta Bucolo, sociologue, maîtresse de conférences au CNAM. Elle est responsable du master Intervention et développement social, économie sociale et solidaire à Paris. Ses recherches s'inscrivent dans le courant de la sociologie économique et portent sur des questions liées aux innovations socio-économiques, en particulier dans le champ de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social en France et en Italie, les innovations sociales et les services sociaux, les formes de gouvernance associative et les initiatives citoyennes de transition écologique et démocratique. Je passe tout de suite la parole à Mathilde pour dire quelques mots de présentation sur Parole d'Exclus. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Comme disait Sylvain, moi je suis Mathilde Manon. Je coordonne le volet recherche de Parole d'Exclus et je co-dirige avec Sylvain l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. Parole d'Exclus, c'est vraiment un partenaire de longue date du Centre de recherche sur l'innovation sociale parce que vous allez voir quand je vais vous en présenter et aussi au travers de la présentation de Paola que la recherche fait vraiment partie de l'ADN de notre organisation depuis ses débuts. Parole d'Exclus, c'est un organisme qui est né en 2006 après 3 ans de travail de documentation
Patrice Rodriguez, le fondateur de Parole d'Exclus, il a réalisé un documentaire sur les différentes manières de mener la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec, en Argentine et au Brésil. Et à partir de ce documentaire, il y a eu plusieurs projections qui ont été faites et des réflexions auprès de différents acteurs militants, académiques et communautaires au Québec qui ont mené à réfléchir à comment passer à l'action sur la question de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et est née la volonté de développer un mouvement autour de l'idée de démontrer qu'il est possible de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par une approche de mobilisation citoyenne où les premières personnes concernées sont au cœur des actions à poser. Et pour citer en fait Patrice Rodriguez, Parole d'exclus, c'est partir des réalités concrètes vécues par les populations affectées par la pauvreté et l'exclusion sociale pour élaborer des positions et des actions qui visent à transformer le système économique et politique afin qu'il ne soit plus producteur d'exclusion, qu'il soit producteur d'inclusion et pas producteur d'exclusion. Et en fait, historiquement, comment ça s'est développé, ce modèle d'action de parole d'exclus, c'est que il y a eu une implantation, un ancrage territorial à Montréal-Nord, principalement, mais pendant un temps, on était aussi présent dans un autre territoire de Montréal, dans des logements communautaires qui appartiennent à un organisme de logement communautaire qui s'appelle la CHAPEM, avec une visée de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale à une échelle locale, en faisant émerger des innovations sociales qui peuvent être transférées, mises à l'échelle pour influencer des changements structurants au niveau du développement territorial, au territoire de Montréal-Nord, mais aussi au niveau des politiques publiques et ultimement plus largement à une échelle plus large de la province ou de la ville de Montréal et de l'arrondissement, la ville, puis la province. Ce modèle, il est aussi ancré dans une visée de justice épistémique, hein, très importante, en suscitant la participation et la parole citoyenne, qui occupe vraiment une place centrale dans les étapes et les différentes actions de parole d'exclus, avec une volonté d'abord d'identifier à partir de cette parole citoyenne et avec les citoyens les besoins, les priorités d'action et de développer ensemble et à partir de solutions aussi pensées par et pour les personnes en situation d'exclusion et de pauvreté, des projets qui vont avoir une action structurante sur le territoire et qui vont permettre aussi de développer le pouvoir d'agir des personnes en situation, des personnes concernées qui vivent dans le milieu, pour que ils et elles retrouvent une prise sur leur réalité vécue. Dans ce modèle-là, la recherche, elle occupe une place vraiment fondamentale. Aujourd'hui, une spécificité de Parole d'Exclus, c'est qu'on a une équipe de recherche, de chercheuses, on n'est que des femmes, qui est employée à temps plein et qui travaille quotidiennement sur les sujets qui émergent du terrain. Vraiment dans un principe très inductif où on baigne dans ce milieu, puis au fur et à mesure de baigner dans ce milieu, il y a vraiment l'émergence de discussions, de sujets, d'enjeux qui répondent aux réalités vécues des citoyens et des citoyennes du quartier, qui répondent aussi aux réalités des praticiens et des praticiennes qui travaillent au contact avec les populations. Euh, Souvent, dans d'autres modèles, la recherche-action, elle est ponctuelle et elle est aussi cadrée dans le temps. Et là, c'est vraiment une caractéristique très forte et assez unique, ou en tout cas peu commune, à Parole d'Exclus, d'avoir cette recherche-action qui est continue, qui est permanente, qui se déploie donc nécessairement de manière très différente. Puis Paola va vraiment vous montrer un peu en quoi aussi ça se fait avec ces deux méthodologies. Et donc, Parole d'Exclus s'appuie sur un dispositif de recherche qui fait le pont aussi entre le milieu de terrain et le milieu universitaire, qui est cet incubateur universitaire de Parole d'Exclus. Et là, vous allez voir dans le livre dont on a parlé au début de séance, Savoir et pouvoir, il y a tout un chapitre qui décrit aussi l'évolution de ce modèle-là. Rapidement, je voudrais juste noter quelques éléments qui montrent un peu cette évolution de l'IUPE. Entre 2007 et 2012, les chercheurs universitaires travaillaient de concert avec l'équipe terrain de Parole d'Exclus au sein de l'UPE, notamment pour des études sur les besoins et les aspirations des citoyens et des citoyennes du quartier au moment de l'implantation de Parole d'Exclus dans le quartier, mais aussi pour soutenir certains projets terrain. Mais à partir de 2013, il y a vraiment eu cette internalisation de la recherche qui a conduit à mener des travaux importants
pour systématiser notre modèle d'action, nos pratiques dans un premier temps, et aussi pour de plus en plus qu'il y ait une plus grande prise en charge de la recherche par le terrain, avec parfois un rôle de l'université plus limité, plus éloigné, qui jouait plutôt un rôle de caisse de résonance occasionnelle de la recherche sur le terrain. Mais de plus en plus, on travaille depuis 2022-2023 à rééquilibrer cette relation entre le milieu universitaire et la recherche-action sur le terrain, et aussi à davantage valoriser le travail de recherche-action sur le terrain et à créer un ancrage plus fort du milieu universitaire sur le terrain, tout en étant très vigilant sur la posture de travail, parce que cette posture de travail, de recherche ancrée dans le milieu, demande vraiment une très grande humilité épistémique, qui demande aussi ben, à la recherche de s'adapter aux réalités des populations avec lesquelles on travaille. Euh, et pour conclure un peu sur ce modèle-là, ce que vous allez voir aussi dans la présentation de Paola, c'est que à notre échelle, dans la recherche, on essaye de favoriser la participation citoyenne à toutes les étapes, de la définition des enjeux, des problématiques, jusqu'à la présentation des résultats, comme vous pouvez en être témoin aujourd'hui, tout en restant dans une perspective de méthodologie, de pragmatisme méthodologique, c'est-à-dire en s'assurant que l'engagement et la participation des citoyens et des citoyennes, elles, soient en accord aussi avec leurs motivations, leurs envies, et qu'elles soient aussi qu'elle participe aussi à ce développement, ce renforcement du pouvoir d'agir des populations sur le territoire. Donc, je vous remercie encore beaucoup pour votre participation. Puis, je vais maintenant laisser la place à Paola. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puis on pourra faire une synthèse des questions à la fin de la présentation. Merci à vous. Merci, je vais partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet espace, pour partager, pour faire un retour sur deux méthodologies de recherche-action participative que nous avons mobilisées, expérimentées à Parole d'Exclus, puis pour réfléchir ensemble sur comment on peut repenser la transition socio-écologique à partir justement des voix qui sont plus marginalisées et spécifiquement des voix des personnes qui vivent l'exclusion et la pauvreté. Donc, aujourd'hui, les débats sur la transition socio-écologique sont un peu partout. Il y a différentes visions de ce que doit être la transition socio-écologique. On a des visions qui sont parfois très technocentrées, des visions qui sont plus radicales, d'un changement sociétal plus profond. Puis, toute cette vision, et surtout les visions qui sont plus dominantes, c'est les visions qui ont plus d'influence sur les politiques, les programmes et tous les financements qui ont des effets qui sont réels sur les personnes, sur les citoyennes et citoyens. Donc, surtout la réalité des personnes qui sont en situation de précarité et qui habitent dans les quartiers un peu populaires sont absents de ce discours-là dominant. Donc, pourtant, les personnes pauvres, parfois, ils apparaissent comme, soit comme des victimes des changements climatiques, soit comme des victimes passives surtout, soit comme des pollueurs, des gens qu'il faut éduquer, qu'il faut sensibiliser. Pourtant, les personnes qui vivent l'exclusion et la pauvreté sont les personnes qui sont les plus exposées au changement climatique, aux effets des changements climatiques. C'est les personnes qui habitent souvent dans des logements qui sont très mal isolés, ils habitent dans des quartiers qui sont pollués, des zones qui sont plus vulnérables. Mais les personnes qui vivent la situation d'exclusion et pauvreté, les considèrent comme des personnes qui n'ont pas de ressources ni de réflexion par rapport à l'environnement, à la crise climatique. C'est pas juste faux, mais c'est aussi injuste parce que ils sont aussi des savoirs, des pratiques, des rapports à l'environnement que c'est important de rendre visible. Euh, donc, pourquoi mobiliser des méthodologies qui soient participatives, et des recherches-actions qui soient participatives pour réfléchir à la transition socio-écologique? Nous, à Parole d'Exclus, comme Mathilde disait, on travaille à partir de réalités qui sont vécues par les citoyens. Donc, partir de réalités des citoyens, ça permet d'ancrer cette transition socio-écologique dans les savoirs concrets, dans les pratiques,
dans les aspirations, dans les besoins des personnes qui sont marginalisées. Ça permet aussi de co-construire des solutions qui sont plus ancrées dans le terrain, qui sont ancrées dans le local, puis qui ne sont pas juste des solutions qui viennent dans une approche descendante, qui viennent d'en haut. Donc là, les recherches d'action participative, ça permet de produire des savoirs qui sont hybrides, des savoirs qui viennent de savoirs citoyens, des savoirs scientifiques, des savoirs de praticiens. Donc là, mon intention aujourd'hui, c'est de vous partager dans cette brève présentation l'expérience de deux méthodes de recherche qu'on a mobilisées, c'est les balades commentées et le croisement des savoirs. Puis comment ça nous a permis de rendre visible ce savoir et pratique des personnes qui vivent l'exclusion et la pauvreté. Et plus largement, ça contribue aussi à remplir un vide dans les connaissances, mais aussi dans les débats publics. Donc, les balades commentées, c'est quoi un balade commentée? En fait, c'est une méthode de recherche participative. Et ça consiste à inviter un participant à se déplacer dans un espace. Et ça, se déplacer pour que les participants, ou les participants, parce que ça peut être individuel ou en groupe, il peut s'exprimer par rapport à ses perceptions, ses émotions, ses souvenirs, tout dans un temps réel. Quand on est en train d'occuper l'espace, on est en train de parler. C'est un peu comme parler pendant qu'on est en train de se déplacer. Donc, si on veut, c'est une méthode hybride entre l'observation participante puis les entrevues semi-dirigées. Là, nous, à Parole d'Exclus, on l'a fait, on a marché avec les résidents du quartier à Montréal-Nord, puis les résidents comme experts de leur territoire. C'est eux qui connaissent tous les espaces, les lieux. Donc, on l'a fait des balades dans les quartiers. Là, on a invité les participants à choisir les lieux qui sont importants pour eux à Montréal-Nord, puis nous partager c'est quoi les émotions, les perceptions, les vécus par rapport à ces lieux. Montréal-Nord, en fait, c'est un quartier à Montréal qui est très diversifié sur le plan culturel. Il y a une forte présence de communautés immigrantes. Mais c'est un quartier aussi qui doit faire face à plusieurs défis socio-économiques. Entre autres, c'est un quartier enclavé, c'est un quartier à la périphérie de Montréal. C'est un quartier considéré comme un désert alimentaire, un désert en termes d'accès aux services de santé. Donc, le quartier, c'est un quartier qui fait face à plusieurs défis. Donc, là, notre projet a commencé. Voilà. La première phase, ça s'est déroulé entre l'été 2023 et l'hiver 2024. On a invité 18 citoyens qui habitent à Montréal-Nord et qui participent souvent ou régulièrement aux activités de Parole d'Exclus pour faire une promenade dans les quartiers. Nous, notre objectif de départ, c'est toujours de faire des choses, des actions collectives. Donc, on a organisé deux balades commentées en groupe, pardon. Puis on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait plusieurs défis à faire des balades collectifs, des défis que ce soit techniques à cause de la météo, à cause de les trottoirs à Montréal-Nord, par exemple, sont très, très petits. Donc, pour marcher et parler en même temps, c'était très difficile. Donc, nous, et aussi, il y avait des personnes, on a fait des balades commentées avec des personnes de profils très différents, très diversifiés. Il y avait des gens, des personnes âgées, des gens qui habitent le quartier depuis 40 ans, des gens qui viennent d'arriver au quartier. Donc, pour faire ressortir toute cette parole, on a dit peut-être c'est mieux de commencer avec des balades individuelles. Donc là, on a fait 12 balades en groupe et on a fait 12 balades individuelles. Donc au total, on a fait 14 balades. C'était des promenades d'environ 45 minutes. Parfois, ça pourrait prendre 1h30, parfois, ça pourrait prendre 30 minutes, ça dépend les participants. Donc, à la fin des balades commentées, on a découvert, on a visité 40 sites de Montréal-Nord qui sont importants pour les citoyens. Et là, on les a divisés un peu après en catégories. On a visité des parcs et des espaces verts, des commerces à proximité. On a visité aussi des bâtiments publics, ce qu'on appelle comme par exemple la bibliothèque. Puis on a visité aussi les organismes communautaires. Donc, c'est comme les quatre catégories de lieux que où se rendent les 40 sites qu'on a visités. Puis notre objectif de départ, c'était de comprendre le territoire, de comprendre comment Montréal-Nord est vécu au quotidien par les citoyens.
Puis là, on voulait aller un peu au-delà des statistiques qui montrent la défavorisation du quartier. On voulait voir comment ça s'est vécu. Puis aussi, on voulait aussi travailler avec les citoyens l'appropriation du quartier. Donc là, on voyait dans les balades commentées une méthode très mobilisatrice. Et en même temps, plus tard, on se rend compte que ça nous a permis aussi de comprendre ce rapport à l'environnement de personnes qui vivent en situation d'exclusion et de pauvreté, mais ça arrivait un peu, c'était pas notre objectif de départ, mais c'est arrivé en faisant la méthodologie. Donc là, par exemple, les balades commentées individuelles, ça nous a permis de comprendre que c'est pas un quartier, mais oui, il y a la souffrance, il y a les enjeux au quotidien, mais c'est un quartier aussi les balades commentées, ça nous a permis aussi de voir tous les enjeux, les inégalités dans l'accès, par exemple, à l'eau, les espaces, quand il fait très chaud, c'est quoi les espaces de répit, c'est quoi les espaces pour se rafraîchir. Donc là, tout ça, on l'a fait à l'individuel. Mais là, comme je disais, nous, à Parole d'Exclus, on fait pas, on veut ressortir les enjeux individuels et les transformer dans des besoins collectifs pour mener à l'action. Donc là, le projet, il a pris en deuxième phase. Ça a été fait entre le printemps et l'été 2024. Et cette phase-là, ça visait à construire les récits collectifs. Donc là, à cette partie du projet, on travaille avec l'équipe de mobilisation, l'équipe de recherche, puis les citoyens, pour mettre en dialogue toutes ces histoires individuelles et construire des récits qui soient plus collectifs sur les lieux. Qu'est-ce qu'on veut dire sur les lieux collectivement? Puis ce qui ça a été aussi ressorti de cette rencontre, c'est en échangeant avec les citoyens, ils nous disaient, nous, on est un peu fatigués, qu'on parle très mal de Montréal-Nord, on veut valoriser les quartiers, on veut mettre en honneur les lieux parce qu'on vit ici, il y a des choses qu'on veut montrer, les choses positives, pour dire comme ça, de Montréal-Nord. Donc là, ça commence une autre étape du projet. Ça a été fait un peu pendant tout l'été 2024. Donc là, on a décidé collectivement qu'on voulait faire que c'était l'idée de faire, ça émergeait l'idée de faire en action une œuvre artistique, quelque chose qui soit éphémère et public et ça soit fait de manière collective. Donc là, on fait en collaboration avec un artiste à Montréal qui s'appelle Patty Van Roost. On a choisi différents lieux parce qu'on a visité 40 lieux, mais on a choisi quelques-uns des lieux, on a choisi 10 lieux pour honorer cette lieu. Donc là, l'objectif, c'était de nous rencontrer à chaque fois dans l'un des lieux, puis mettre des mots sur les lieux, des souvenirs, des actions de transformation. Donc ça, on l'a fait de manière collective. On a construit des banderoles à partir de phrases, de récits qui ont été construits de manière collective. Puis à ce moment, parce que nous, on avait travaillé avec 18 citoyens qui ont fait les balades commentées, puis cette phase a été l'occasion pour mobiliser d'autres citoyens. Donc là, on a 43 citoyens qui se sont impliqués dans toute la partie de la création de l'œuvre artistique. Mais on voulait aussi quand même, l'objectif citoyen, c'était aussi de faire, de partager le projet avec la communauté, mais de continuer à impliquer les autres citoyens. Donc là, on a organisé un événement festif pour honorer Montréal-Nord. Ça a été fait le 21 août de 2024. Il y a eu environ 120 personnes qui sont assistées à cet événement. Puis ça nous a permis de partager tout ce qui a été fait pendant les phases 1 et 2. Les banderoles, tous les panneaux avec les récits collectifs. Puis c'était l'occasion, c'était les citoyens en tant qu'experts du territoire qui ont fait, par exemple, c'est eux qui étaient les guides de l'exposition. Puis là, le projet, après l'été, il est rentré comme dans une quatrième phase. C'est une phase plus d'un côté, de mettre en action, parce que tout au long du projet, on a parlé de transformation possible sur les lieux. Puis on a fait émerger collectivement c'est quoi les transformations souhaitées. Puis nous, on travaille dans trois transformations spécifiques, c'est par rapport à la propriété. On travaille aussi par rapport à l'aménagement participatif et l'idée de créer un café solidaire. C'est comme les trois actions que on a commencé à travailler depuis l'hiver 2025. Puis c'est aussi la phase de partager, de faire rayonner le projet, d'aller un peu plus loin.
Donc là, par exemple, on a un article de presse dans la presse qui fait raisonner les projets où les citoyens ils ont pu prendre la parole pour parler du quartier, pour parler bien du quartier. Donc là, on a vu comment les balades commentées, ça nous a permis de produire, oui, des connaissances plus fines sur le territoire, sur les rapports à l'environnement des citoyens, mais très ancrées dans le territoire, mais aussi les balades commentées ont mené à l'action. On a pu faire un diagnostic, on a pu faire une intervention, c'était une mobilisation en soi, la méthodologie participative. Puis la deuxième méthodologie, c'est le croisement des savoirs. Ça, on l'a mené en parallèle avec les balades commentées. Et c'est quoi le croisement des savoirs? C'est une approche qui a été développée au sein du mouvement ATD Carmont. Le principe fondamental de cette approche, c'est que les savoirs qui sont issus de l'expérience, qui sont souvent ignorés, ils sont autant de valeur que les savoirs qui sont scientifiques, les savoirs professionnels. Donc là, ça vise à créer un dialogue plus horizontal pour produire un savoir qui soit plus riche, plus juste, puis plus ancré dans la réalité. Donc, comment est-ce que ça se passe un croisement de savoir? C'est comme une alternance entre travail en groupe de pairs, c'est-à-dire des personnes qui ont des expériences similaires. Et après, il y a des séances de travail mixtes où on fait des savoirs plus expérientiels, citoyens, on se rencontre dans des espaces mixtes, puis des espaces en plénière où tous les types de savoirs ils vont se confronter, se nourrir. Et ça vise vraiment de confronter les perspectives, mais aussi de transformer nos regards par rapport au sujet qu'on aborde. Donc là, on a décidé d'expérimenter ça à parole d'exclus parce que oui, on travaille, on vise à mobiliser des méthodologies qui intègrent les savoirs et les vécus des citoyens, qui rendent visible ça. Et aussi, on voulait mieux comprendre les enjeux socio-écologiques à Montréal-Nord et nourrir notre réflexion aussi à l'interne et la réflexion plus locale à Montréal-Nord sur c'est quoi la transition socio-écologique. Donc là, depuis l'hiver, un peu entre l'hiver et le printemps 2024, on a commencé à réfléchir, on a fait un travail collectif entre l'équipe de recherche, et les membres de l'équipe de la codirection, de l'équipe de mobilisation à parole d'exclus et deux chercheurs qui travaillent avec nous à l'UPE, donc Sonia Tello Rosas et Elisabetta Bucolo. On commence à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait adapter cette méthodologie à la réalité parole d'exclus. C'est une méthodologie qui nécessite différentes séances de travail. Donc là, il faut qu'on réfléchisse à la disponibilité des citoyens, de toute l'équipe, des chercheurs. Donc, on a adapté la méthode un peu à notre disponibilité, aussi l'espace, c'est important, c'est avoir un espace. Donc, on travaille tout ça pendant l'hiver et le printemps, puis on commence l'expérience, on a fait l'expérience pendant l'été 2024. Donc là, on a eu trois groupes de pairs. On a eu un groupe de citoyens, un groupe de chercheurs, puis un groupe de l'équipe de Parole d'Exclus. Chaque groupe était composé de quatre personnes. Par exemple, dans le groupe de chercheurs, on avait des chercheurs qui sont à l'intérieur de Parole d'Exclus, mais aussi des chercheurs liés à l'UPE. Et on avait pardon, quatre citoyens, puis on avait quatre membres de l'équipe de Parole d'Exclus, de la codirection ou de l'équipe de mobilisation. Puis on avait trois personnes, on était trois animatrices de chaque groupe. Puis les séances, ça s'est déroulé en quatre séances qu'on a fait en des demi-journées. Les premières journées, on a travaillé, l'objectif, c'était de prendre conscience de ses propres représentations et de représentations des autres. Donc, on a eu un moment de travailler en groupe de pairs pour définir pour chacun c'est quoi la crise climatique et c'est quoi l'écologie. Donc, là, on a utilisé des images pour illustrer les propos. Après, il y avait un travail d'échange, de se mettre un peu d'accord ou d'être en désaccord sur comment se positionner par rapport à ça pour partager avec les grands groupes. Donc là, il y a un travail en groupe de pairs. Après, on a un travail en groupe en plénière. Puis,
l'idée, c'est de se confronter, de chaque groupe de pairs puisse partager c'est quoi sa définition de crise écologique, de crise climatique et d'écologie. Puis, on voit à la fin la fiche qu'on a produite avec les différentes représentations que chaque groupe de pairs a sur la crise climatique et l'écologie. Après les jours doux, la 12e journée, notre objectif c'était de comprendre c'était quoi les impacts de la crise climatique à travers des exemples concrets, puis c'était quoi les leviers d'action et comment c'est quoi faire ressortir un peu les pistes pour agir. Donc, l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre à travers différents récits, des exemples de récits, c'est quoi les impacts que vivent les personnes qui font face aux impacts climatiques. Donc, là, on a fait un travail préalable de produire des récits individuels, qu'après, on a choisi quelques-uns pour travailler de manière collective. Puis à travers l'analyse de ce récit, on a fait ressortir, chaque groupe de pairs a fait ressortir, chaque groupe a fait ressortir les leviers et les pistes d'action. Puis après, on a fait une mise en commun, encore une fois, pour qu'on puisse co-construire entre les différents types de savoir cette perspective pratique pour les actions. Puis la 3e journée, c'était plus pour se projeter vers l'action, pour mieux comprendre c'est quoi faire ressortir c'est quoi les conditions pour l'action et parler sur les projets collectifs qu'on pourrait mettre en place. Donc c'était une journée de travail en équipe, en groupe mixte. Donc là, on avait des groupes où il y avait les citoyens, les chercheurs, puis les praticiennes. Donc, ça, on a identifié c'est quoi les actions collectives à mettre en place. On a discuté sur les moyens, les partenaires, les obstacles possibles. Et après, on faisait des rencontres en plénière où on utilisait le théâtre image pour expliquer notre idée, pour essayer que les autres devinent l'idée. C'était une méthodologie ludique pour présenter nos idées, puis faire ressortir les actions qu'on aimerait mettre ici dans le quartier. Puis c'est là qui a émergé l'idée de faire, d'ouvrir une entreprise de revalorisation des déchets, une entreprise locale à Montréal-Nord de revalorisation des déchets, par exemple. Et c'est un projet sur lequel, après cette croisement de savoir, c'est un projet qu'on est en train de travailler à Parole d'Exclus. Ça fait partie de nos projets structurels. Donc là, on voit comment la méthodologie s'est amenée à des actions concrètes. Puis là, le 4e jour, on a fait un bilan de l'expérience. Puis là, on a eu l'occasion aussi de faire l'année passée, à l'hiver, un retour un peu sur on a pris toutes les analyses, on a fait des analyses de balades commentaires, croisement de savoir, puis on a eu l'occasion de faire un partage de résultats avec les citoyens et avec les gens qui ont participé à l'expérience. On a réuni les gens qui ont participé au balade commentaire, au croisement de savoir, c'était un moment de partage collectif pour commencer et poursuivre la discussion sur les enjeux de transition socio-écologique. Puis là, pour conclure, on voit comment cette méthodologie participative, ça permet de faire émerger la parole des citoyens, les expériences, les connaissances, puis de construire, ça a le potentiel de construire une transition qui soit plus juste à partir des voix qui sont normalement exclues. Et nous, on a trouvé que cette méthodologie, ça permet de produire des solutions qui soient des solutions concrètes, des actions concrètes qui permet de lutter réellement contre les inégalités et les injustices et faire ressortir en même temps les inégalités et les injustices sur le plan local. Ça permet aussi de rendre visible ce rapport des citoyens à l'environnement, un rapport qui est très de proximité, très sensible à l'environnement. Donc, ça nous a permis de rendre visible ça. Puis de faire, plus largement, de faire émerger des discours qui sont des contre-discours sur les discours qui sont dominants aujourd'hui sur la transition socio-écologique, puis de valoriser les savoirs et les solutions qui sont portés par les personnes qui vivent en situation d'exclusion, de pauvreté. Voilà. Et, Merci Paola, et- merci beaucoup. C'était très clair, très riche et notre proposition, c'était justement de
faire résonner cette expérience donc à travers en fait, ça a été vécu par des personnes qui sont chercheuses en milieu académique, chercheuses en milieu communautaire, citoyennes. Alors, la première question, c'est comment avez-vous vécu ces méthodes? Je vais donner la parole d'abord à Elisabetta, ensuite à Elisabeth et ensuite à Paola. Alors, en quelques minutes, Elisabetta, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup, merci pour de me donner la possibilité de revivre tout ça de loin, du coup, parce que je suis à Paris maintenant. Et comment j'ai vécu ces méthodes? Alors, j'ai participé tout particulièrement au croisement des savoirs, donc de cela que je vais parler. J'ai vécu ce croisement de savoirs après l'avoir déjà vécu dans les cadres d'autres expériences, deux autres projets porté par les mouvements ATD Quart Monde, qui est à l'origine de cette démarche participative. Alors, la particularité quand même de cette méthode de croisement des savoirs, c'est que l'on devient en fait co-chercheur parmi d'autres, donc engagé dans un collectif où le savoir va s'élaborer de façon horizontale, Paola l'a dit, mais comment dire, cette horizontalité, quelque part, bouleverse la posture classique du chercheur qui, les plus souvent, observe, analyse, interprète les données de loin. Or, dans l'écrasement, les chercheurs et les chercheuses qui étaient en présence sont invités à partager leur pouvoir interprétatif, leur pouvoir réflexif avec d'autres parties prenantes de la démarche, et dans ces cas, donc, les membres de l'équipe de mobilisation de Parole d'Exclus et les citoyennes habitantes et habitants de Montréal-Nord. Cette horizontalité-là n'est absolument pas neutre parce qu'elle demande quelque part à renoncer à une forme d'autorité épistémique et les chercheurs et la chercheuse doivent apprendre à écouter, à se laisser interpeller par d'autres points de vue, mais aussi à reconnaître la validité des savoirs non académiques. Et donc, bien évidemment, comme le disait Paola tout à l'heure, ça suppose non seulement une capacité d'ouverture, mais aussi ce qu'on appelle de l'humilité épistémique au sens de Médina, c'est-à-dire la capacité à admettre les limites de ses propres connaissances en tant que chercheur, mais aussi la capacité à se taire et à entendre l'expertise des autres co-chercheurs de la démarche participative. Or, dans les modèles académiques traditionnels, on le sait, ceci est suffisamment rare et comme le dit Miranda Fricker, prévaut une forme de non-écoute, une injustice épistémique, justement, de témoignage à l'égard de tous ces savoirs qui sont issus des groupes sociaux marginalisés, dont la parole n'est souvent pas entendue ni considérée comme crédible pour les seuls faits qu'elle émane, en fait, de groupes sociaux marginalisés. Alors, en ce qui me concerne, comme je l'ai indiqué, j'ai eu un rôle à part parce que j'ai coordonné avec Paola et Sonia les croisements tout en ayant un rôle d'animation du groupe de citoyens. Et comment bien même j'avais l'habitude en fait de ce type de dispositif, nous avons adapté en fait les croisements à la spécificité, à la réalité propre des paroles d'exclus, c'est-à-dire un rôle très actif des citoyennes dans la vie même de l'organisme communautaire et dans les débats internes qui le traversent. Donc, avec une capacité de participation et de prise de parole très importante, aussi bien qu'un fort ancrage de l'équipe dans les territoires et aussi une habitude au fonctionnement par projet, ce qui a impliqué en fait d'inscrire toutes les processus en fait de production de savoir dans la dimension de l'activation des résultats. Et ça s'est reflété, en fait, comme ça a été dit, dans la façon dont les journées se sont déroulées, l'organisation, les thèmes abordés, etc. Cette démarche demande en fait une réflexivité permanente sur son propre rôle et sa propre posture, parce qu'en fait, il faut interroger en permanence déjà les représentations initiales qu'on peut avoir des habitants des quartiers, notamment sur les questions écologiques, parce qu'on sait bien qu'il prévaut une représentation considérant que les personnes marginalisées ne s'intéressent pas à la transition. Donc, comment en fait on fait fi de cette représentation-là? Comment aussi on redessine et on réfléchit au rapport de pouvoir implicite
que malgré soi, on peut instaurer dans la relation, du fait de sa place en tant que chercheuse ou membre de l'équipe, qui peuvent mettre à mal les autres groupes, notamment sur les questions écologiques, qui sont considérées en fait comme nécessitant une forme d'expertise importante et pas soi-disant à la portée de tous les mondes. Et enfin, comment en fait on doit faire attention à ses propres catégories d'analyse parce que nos catégories d'analyse sont souvent issues d'un cadre de pensée qui reste avant tout occidentalo-centré, académique, alors que la question écologique a intérêt à se nourrir des apports des autres cultures, plus à même d'apporter en fait des connaissances et des savoirs pertinents par rapport aux enjeux écologiques. Donc ce déplacement à se laisser interpeller, voire déranger, voire émouvoir en fait par certains propos sur les conditions d'existence des personnes qui rendent compte d'une forme d'environnementalisme du quotidien. Car l'écologie, en fait, se décline, comme on a pu le voir, dans les concrets, on y reviendra tout à l'heure. Parmi d'autres choses, travailler au plus près des citoyens et de leur vécu dans les quartiers permet de mettre en lumière la dimension à la fois affective, voire émotionnelle du travail scientifique, la colère exprimée, la joie partagée, tout comme la honte ou la frustration deviennent, à mon sens, des ressources d'une meilleure compréhension des questions étudiées, dans notre cas des questions de transition socio-écologique, et non pas des obstacles à la rigueur. J'ai appris en fait que les émotions ne disqualifient pas les savoirs, elles en deviennent en fait une composante épistémique à part entière, ouvrant la voie à une science plus incarnée, plus juste. Et les temps de travail en groupe de pairs, justement, qui s'appellent des safe space, dans ce sens, sont cruciaux parce qu'ils permettent justement aux citoyens, mais aussi aux autres groupes, de s'exprimer librement et d'exprimer leurs émotions en toute sécurité avant de se confronter aux autres groupes lors des plénières. Donc, les savoirs socio-écologiques qui sont issus du croisement et sur lesquels on reviendra tantôt ont été construits collectivement. Comme ça a été dit par Paola, le principe est qu'en confrontant en fait nos apports avec ceux des autres groupes, on finit par construire un savoir hybride. Cependant, en fait, il ne s'agit pas pour moi d'une juxtaposition de savoirs différents comme des briques, en fait, l'une à côté de l'autre, mais plutôt d'un mélange, d'une hybridation entre les différents savoirs. Il ne s'agit pas non plus d'effacer les divergences entre les points de vue différents, et on le verra tout à l'heure, à la faveur éventuellement d'un consensus mou. Non, en fait, les frictions épistémiques, elles doivent continuer à trouver toute leur place. Et dans ce sens, la créativité, en fait, de cette méthode réside dans les tissages des liens, en fait, entre les participants pour aboutir à une production collective de savoir. Donc, nous avons vécu des temps qualitatifs, informels, les goûters, les cafés sont aussi importants parce qu'ils permettent quelque part de créer la confiance et l'interconnaissance qui vont se révéler utiles ensuite à la production de ce savoir hybride. Et pour terminer, on a souvent tendance à penser que du fait de nos pratiques professionnelles ou de nos recherches, on sait déjà plus ou moins ce que les personnes vont nous dire. Et pourtant, les décentrements que chacun vit lors du croisement des savoirs est toujours assez fort. Et pour cela, il faut véritablement entendre ce qui n'est pas conforme à notre expérience. Si mon métier, en fait, consiste à étudier les conditions d'injustice environnementale pour les citoyens et citoyennes issus du quartier, il s'agissait de relater leur propre vie et leur souffrance ou injustice vécue au quotidien. Donc, la démarche de croisement accentue cet écart et rend visible des tensions que l'on peut avoir tendance à mettre sous silence dans la recherche classique,
Pour cette raison, et je terminerai par ça, je pense que les rôles des acteurs intermédiaires, qui sont les associations, les organismes intermédiaires, les collectifs des quartiers ou les structures d'accompagnement, est absolument central dans ce type de dispositifs de recherche participative, parce que ces organisations contribuent à ancrer les démarches dans les tissus locaux, à soutenir en fait la participation des habitants, mais surtout à prolonger, comme on l'a vu dans ce que Paola a dit, les espaces de dialogue et d'action au-delà en fait du temps restreint et fermé de la démarche du croisement elle-même. Voilà pour la façon dont moi j'ai vécu en fait ce croisement qui était très resserré en tant que chercheur invité lors de cette période d'été. Merci beaucoup, Elisabetta. Je vais passer la parole à Elisabeth. Donc, même question, comment avez-vous vécu ces méthodes? Bonjour tout le monde. De mon côté, en tant que citoyenne engagée qui vit à Montréal-Nord, j'ai apprécié de faire les balades commentées et le croisement du savoir parce que ça m'a permis de mieux apprécier Montréal-Nord avec les citoyens et citoyennes du quartier. Ça m'a permis également de voir que nous, on peut dire les citoyens, nous avons des impacts qu'on peut faire, de le faire. Parce qu'il y a des changements qu'on peut faire au niveau des citoyens qui n'est pas forcément, on doit attendre le gouvernement ou les instances concernées pour nous aider. C'est notre quartier, c'est à nous d'abord. Il nous faut vraiment la volonté et le financement. J'ai apprécié également de, de faire la différence entre comment on gère l'écologie dans mon pays. Ça m'a permis de faire cette différence et ici au Canada. Ensuite, j'ai eu du plaisir à partager ma connaissance avec les autres et à apprendre d'eux. Je sais que chez nous, on peut et on doit le vouloir. Et c'est à la portée de tout et chacun. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Paola, toi, de ton côté, toi qui es donc chercheuse en milieu communautaire, comment tu as vécu cette démarche-là? Euh, m- euh, Moi, je commence par dire que ça nous a permis les deux méthodologies, ça nous a permis d'expérimenter un peu les quartiers d'une manière différente. Nous, on travaille au quotidien à Montréal-Nord, mais le fait de se déplacer dans les quartiers, d'aller vivre l'expérience, c'était une manière sensorielle de vivre les lieux. On a pu entendre les bruits, les odeurs, regarder un peu autrement les quartiers qu'on habite ou qu'on travaille au quotidien. Donc là aussi, le fait d'être sur place, de se déplacer, ça permet de ça nous a fait, c'est comme le disait Elisabeth un peu, c'est un travail ça permet de travailler dans une posture de justice épistémique, d'humilité épistémique, de se laisser, d'avoir des expériences communes avec les citoyens aussi, puis eux, en tant qu'experts, nous montrent comment ils ont vécu les quartiers. Donc, ça nous a permis de vraiment d'ancrer dans le territoire tous les récits, les histoires, les anecdotes. C'est des choses que quand on fait une entrevue, par exemple, classique, qu'on ne peut pas vivre. Donc là, l'effet de plat dans les espaces. Et, le croisement de savoir, par exemple, ça a été aussi une expérience de confrontation. Je pense que c'était une confrontation constructive dans le sens, comme Elisabetta le mentionnait, c'est se confronter au savoir qui ont les autres, au vécu, aux expériences, et pas juste de chercher à homogénéiser un peu un discours entre tous, mais de se confronter puis de construire à partir de points en commun, mais aussi de différences. Donc, là, je vais préciser que ces deux expérimentations, ils sont arrivés à Parole d'Exclus quand on était dans une période
un peu difficile sur la mobilisation citoyenne. On venait de finir la pandémie. C'était une période difficile sur le plan de mobilisation. Donc ça nous a permis de remettre un peu de mouvement dans nos actions, de relancer la mobilisation, comme disait Elisabeth, d'avoir des moments de partage, d'être ensemble sur le terrain. Donc, il vient cette méthodologie, les deux, on les a vécus comme des espaces pour créer, pour renforcer nos liens et en même temps pour diversifier nos actions. Donc là, on a pu produire des connaissances, oui, mais ça a mené à des actions concrètes, que ce soit par d'oeuvres artistiques, des célébrations, les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, de créer une entreprise de valorisation des déchets. Donc, puis là, comme Elisabeth elle disait, ça a permis de créer des espaces pour entendre la parole de tout le monde. Voilà. Merci, Paola. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça apporte ces réflexions par rapport à la transition socio-écologique? Et la question, on va repartir avec Elisabetta. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de temps, j'ai essayé d'identifier trois axes sur lesquels je vais un peu fixer mon attention, qui ressort en fait du travail qu'on a fait ensemble lors du croisement des savoirs à Parole d'Exclus, et qui viennent voilà, agrémenter des connaissances qu'on peut déjà avoir en partie sur une vision des transitions socio-écologiques. Alors, ce qui est apparu de façon assez intéressant au tout départ, et ça, je l'avais déjà vécu dans d'autres expériences, mais là, c'était de façon assez forte, c'était en fait les visions très contrastées de l'écologie. C'est-à-dire que les croisements de savoir révélaient des divergences significatives, en fait, dans la manière dont les trois groupes, donc les citoyens, l'équipe de mobilisation et les chercheurs, conçoivent l'écologie. Et ces différences portent à la fois sur les registres de définition scientifique plutôt que vécu, mais aussi sur les rapports au temps, à la place du conflit social. L'écologie n'est pas perçue par les citoyens comme un concept harmonieux, pas d'emblée, mais comme les lieux en fait d'un conflit entre les systèmes humains et la nature, ainsi que entre les classes sociales. Bien que dans les discussions, en fait, on voit bien qu'on reconnaît l'idéal d'équilibre avec la mère nature, etc., leur vision est dominée par la rupture d'équilibre et les clashs. Ils perçoivent l'écologie à travers en fait les prismes de la surconsommation, de l'exploitation irresponsable et de l'injustice systémique entre les classes sociales qu'ils et elles en partie subissent. Donc, il apparaît une certaine méfiance aussi vers une forme d'appropriation académique du mot écologique. Dans les récits, en fait, souvent, ils et elles soulignent en fait que les pratiques écologiques existent de façon naturelle dans toutes les civilisations, par l'observation, l'expérience, bien avant que la science en ancre les mots, et ils préfèrent parler de relations avec la nature ou de pratiques de bon sens plutôt que des concepts scientifiques. Donc, ce qui est intéressant à remarquer là, c'est que les citoyens et citoyennes intègrent directement les injustices dans leur définition de l'écologie. Les clashs n'est pas seulement entre l'humain et la nature par les formes d'exploitation, mais aussi entre éventuellement les riches et les pauvres, voire en fait entre les nord et les sud du monde. Et ça, c'est un processus qui est intéressant de ressignification en fait des mots, qui est utile au processus en fait de déconstruction d'un discours dominant, de représentation du centre par rapport à celle donc des marges. Et en parallèle, les chercheurs et l'équipe des mobilisations abordent en fait l'écologie de manière beaucoup plus conceptuelle, plus macro. Et les membres de l'équipe l'ont défini explicitement comme une discipline scientifique en opposition
une vision affirmée par les citoyens. Les chercheurs, s'ils reconnaissent bien évidemment les inégalités, préfèrent parler de l'écologie comme d'une collaboration, d'une éthique de l'interdépendance. Et donc, ils voient par exemple l'humain comme un membre interdépendant du système plutôt que comme un acteur, un conflit frontal. Voilà. Donc, en résumé, ce qui est intéressant à retenir au-delà de ces tiraillements sémantiques, ce qui est intéressant, c'est voir comment, si certains voient un système de liens à préserver, à comprendre, d'autres, ils y voient un système de domination à combattre et un équilibre déjà rompu par les injustices qu'il va falloir rétablir. Et donc, la question se pose de dire comment, en fait, s'approprier et faire vivre ces visions contrastées pour construire ensemble. Un autre axe qui est intéressant, ce qui est ressorti de façon intéressante, c'est que l'écologie, telle qu'elle ressort dans les échanges, n'est pas seulement un concept scientifique ou politique, mais elle constitue avant tout une expérience sensorielle, voire charnelle, où les corps humains deviennent les réceptacles des dérèglements environnementaux, tout en cherchant en même temps dans la nature un espace vital de ressourcement, de reconnexion. Par exemple, les citoyens nous ramènent à leur vécu qui expérimentent de manière plus forte les dérèglements. Ces impacts sont plus importants sur les personnes qui vivent dans des environnements dégradés, non adaptés, voire paupérisés, mal chauffés et mal isolés. Et donc, ils inscrivent plutôt leurs propos dans une dimension sensorielle, se référant aux impacts négatifs ressentis par les corps. La dégradation de l'environnement subie par la peau, la chaleur extrême qui déshydrate, les corps qui refusent d'obéir lorsqu'il est forcé d'absorber des produits pollués, les sols qui est arides et qui apportent son lot de maladies. Donc, face à ces agressions, on n'est pas dans la résignation, mais plutôt dans une relation à la nature qui est vécue comme une nécessité pour la survie et le bien-être. Et malgré tout, la nature reste une source essentielle de vie, une sorte de refuge. Et dans les échanges entre les différents groupes, il apparaît qu'il existe en effet une relation féconde à la nature dans les quotidiens. Alors déjà, de façon par la beauté, les émotions positives et les interconnexions, en fait, on a parlé, la nature qui offre un spectacle de diversité, de beauté. Et pour certains, la nature est décrite comme une source de plaisir esthétique, de connexion au vivant, y compris en fait lorsqu'elle se trouve à la lisière des espaces urbains, dans les parcs ou tout au long de la rivière, ou même dans les arbres au long des rues du quartier. Donc, ces récits montrent que la notion en fait, de nature refuge n'est pas uniquement contemplative, mais elle mène à une redéfinition des enjeux de la transition socio-écologique centrée plutôt sur les mieux vivre et l'interdépendance. Et cette interdépendance implique de reconnaître que nous faisons certes partie d'un tout, mais que la transition socio-écologique doit pouvoir produire des formes nouvelles de vivre ensemble et aspirer à un mieux vivre, c'est aussi une forme de quête d'équilibre où on ne vit pas au-delà de ses moyens. Et là, je reprends certains mots dits. Les habitants, par exemple, parlaient dans ce sens de parcimonie, en opposition à l'excès. Et la parcimonie ne se définit pas comme une privation, mais comme une éthique de la mesure et de la diversité qui s'oppose directement à la surconsommation, à l'exploitation effrénée. C'est une manière d'utiliser en fait les ressources avec retenue pour éviter que les corps ou la terre elle-même ne finissent par s'épuiser. Or, on le sait, les messages institutionnels actuels, comment dire, n'est pas de ne pas consommer. Il n'est pas de ne pas consommer ou de consommer peu, mais plutôt de consommer responsable. Donc, on reste quand même dans le fait de continuer à consommer. Les paradigmes sous-jacents restent un paradigme productiviste et qui est inscrit dans la grammaire dominante de la transition. Et entre les lignes, en fait, des récits des habitants du quartier, il apparaît donc une critique
des enjeux structurels et systémiques qui sont à l'origine des dérèglements et des injustices vécues. Les désenchantements par rapport à ce qu'une habitante appelait la pensée magique, qui serait celle de croire que les approches solutionnistes viendraient voilà, tout solutionner. Et donc, les croisements des savoirs permettent finalement ce déplacement progressif d'une réflexion individuelle, ressentie sur son corps, des enjeux vécus au quotidien, vers une pensée beaucoup plus politique et transformationnelle. Et si j'ai le temps de donner les troisième axes, je le ferai plus vite, c'est l'attachement aux espaces de vie, parce que ça, c'est un autre axe qui me semblait assez intéressant et qui émergeait en fait dans les échanges, c'est que en fait dans les croisements de savoir, il y a des éléments, en fait, on a mis en avant des éléments pragmatiques qui transforment en fait des concepts abstraits de transition écologique en une réalité vécue au coin de la rue, je dirais. Donc, les quartiers est vécu comme un écosystème social dans lequel les habitants savent faire commun parce qu'il y a une multitude d'initiatives, de lieux où on peut se retrouver, mais qui se situe dans un espace urbain plus large qui est traversé par des inégalités persistantes que les habitants mettent en exergue. Que, par exemple, on a vu que la crise climatique a été à l'origine des pics d'inflation qui se font ressentir directement dans les quartiers, par exemple l'augmentation de l'itinérance, la pauvreté. Mais aussi, par exemple, le fait que sur Montréal-Nord, il y a un plus important flux de populations migrantes qui arrivent dans les quartiers, qui vivent les traumatismes du déracinement, c'est comme ça que c'est parlé, quitter la terre, les pays à cause de la dégradation climatique, est décrit comme une perte de repères et un appauvrissement identitaire. Et donc, pour les habitants et habitantes, une transition juste implique de créer des espaces de vie dans lesquels il serait possible d'établir ou réétablir des formes d'attachement. Donc, dans les croisements avec les autres groupes, il était question de réfléchir à comment rétablir des espaces de projets où ces formes d'attachement puissent se rétablir, retrouver l'ancrage en fait nécessaire à la dignité humaine. On a des amis, des communautés de référence, de la cohésion sociale où on a la possibilité de revendiquer ses droits. Donc l'unité de vie reste la vie et les quartiers dans voilà, dans une diversité en fait architecturale et sociale. Donc en conclusion, je pense que ces trois axes donnent à voir une conception de la transition écologique qui dépasse en fait la simple conservation de la nature ou les simples verdissements des comportements pour devenir plutôt une lutte pour la justice sociale, mais aussi pour les droits, pour la santé des corps, la préservation aussi des ancrages territoriaux face en fait à un système qui est décrit comme générant de la rupture et de l'épuisement. Merci Voilà Elisabetta. ce que je vais tirer. Toi, Paola, de ton point de vue, qu'est-ce que ça a apporté la participation à ces deux démarches-là, à ta réflexion sur la transition socio-écologique? Je coïncide avec Elisabetta dans le sens que les deux méthodes, en fait, elles nous ont permis d'avoir cette diversité de savoirs et de pratiques et de nous permettre de revenir un peu à la base, si on veut, parce qu'on ne part pas directement sur les enjeux. Par exemple, le croisement de savoir, ça nous a permis même de nous questionner par rapport aux concepts, aux définitions, c'est quoi l'écologie, c'est quoi la crise climatique. Donc, partir de là pour après faire émerger les enjeux puis co-construire des choses, pas à partir des choses, de nous mettre d'accord sur tout, mais aussi de voir les différences puis d'essayer de co-construire des choses ensemble. Donc là, je pense aussi que ça nous a permis en déplaçant un peu les regards, donc on peut penser la transition justement pas pour les quartiers, mais les penser à partir des les personnes qui habitent les quartiers, des expériences de vécu des résidents du quartier, et partir vraiment des réalités qui sont vécues, puis ancrer ce discours sur la transition socio-écologique dans les concret, puis faire émerger des pratiques qui existent déjà, puis qui sont souvent invisibilisées. Donc, là aussi, je pense que les méthodologies de recherche-action participative, ça peut permettre de nourrir
les réflexions en faisant apparaître les dimensions plus affectives, les dimensions affectives au quartier, les relations, les liens que les citoyens ont avec leur environnement, les zones de répit, les zones où on va quand il fait très, très chaud, sont des dimensions qui sont comme essentielles, mais qui sont rarement prises en compte. Donc, je pense que les méthodes, ça peut apporter ça à la réflexion sur la transition socio-écologique. Puis aussi, elle contribue à ancrer la transition dans les quotidiens, dans les vécus quotidiens, dans la manière comme l'environnement est vécu, habité, les obstacles, les injustices qui sont ressenties par les citoyens. Donc, passer un peu de ce discours plus général, d'une transformation générale à comment ça se vit, ça se fait, ça a lieu dans les quartiers. Puis aide à construire définitivement des actions qui soient mieux adaptées à la réalité locale et plus pertinentes, plus mobilisatrices, et de construire d'une certaine manière les récits qui sont dominants en ouvrant la place, l'espace pour les récits collectifs qui sont alternatifs, si on veut, qui sont donc, qu'on puisse réfléchir ensemble, c'est quoi les priorités pour les quartiers, puis c'est où est-ce qu'on s'en va avec cette transition. Avant de parler justement de la suite, du passage à l'action, on va terminer. Donc, je pose la même question à Elisabeth. Le fait de participer à cette démarche-là, en quoi ça a créé des réflexions pour toi par rapport à la transition socio-écologique? Voilà, la transition, en tant que citoyen, la transition m'a permis de voir qu'on pouvait avoir des points communs entre les citoyens, les chercheurs et l'équipe de Parole d'Exclus. Parce que parfois, on utilise des mots différents, mais le fond est le même. Après des quantifications, on voit qu'on a vraiment le même fond, les mêmes idées, mais qu'on utilise des mots différents pour les expliquer. Puis, on a montré aux citoyens également de prendre leur place dans la société, surtout les citoyens qui ne parlent pas vraiment ou qui ne s'expriment pas. Ça a permis à chaque personne de s'exprimer, de sortir de leur silence. Et les citoyens, ça a permis d'apprendre ensuite, comment on peut dire ça? Les citoyens qui pensent qu'ils sont exclus de la société, ça leur a permis de leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans la société. Ils peuvent agir, ils peuvent s'exprimer et ils ont du talent. Ça m'a permis de réfléchir sur la planète, comment les choses individuelles peuvent avoir un impact pour tous. Merci. Merci Elisabeth. Donc on a vu effectivement dans la présentation de Paola qu'il y a la dimension de recherche, il y a la dimension aussi de célébration. On a vu une exposition, on a vu le passage à l'action, de projeter aussi comment est-ce qu'on peut transformer les enjeux, la réalité sur laquelle on a travaillé. On a vu des pistes déjà qui ont été mises de l'avant. Alors la troisième question, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour aller plus loin maintenant, à la fois dans les réflexions et dans le passage à l'action? Ce serait quoi un peu la suite de l'aventure? Je vais repasser la parole à Elisabeth. Bon, pour parler un peu sur ce que Paola a dit, certes, le 21 août, on a eu ce qu'on appelle Honorant Montréal-Nord. C'était vraiment une grande fête, je veux dire, avec les citoyens. Et les citoyens ont participé avec plaisir. Tout a été fait avec les citoyens, bien entendu, coordonné avec les employés de Parole d'Exclus. Mais tous les citoyens de Montréal-Nord ont été invités, ceux qu'on a pu joindre, ceux qui ont pu venir, et aussi, même pour la nourriture, c'était fait par les citoyens et non par un chef. Sur ce point-là, c'est un gros coup de que
Parole d'Exclus a fait pour pouvoir mieux intégrer les citoyens. Ensuite, je veux dire, avoir plus d'espace où les citoyens puissent donner leurs idées sans qu'importe leur nationalité, statut migratoire. Parce qu'avec parole d'Exclus, c'est entendu. On ne cherche pas à savoir notre nationalité ou depuis quand on est au pays là. Tu es venu, tu viens au parole d'Exclus, tu es toujours la bienvenue. Il y a toujours un cahier pour te recevoir. Avec le sourire, bien entendu, la bonne humeur. C'est pourquoi j'avais envie de dire, avoir la collaboration d'autres organisations communautaires à pouvoir partager cette expérience et avoir plus de personnes qui se joignent au pas pour améliorer citoyen et Montréal-Nord, parce qu'on ne peut pas le faire juste dans un quartier ou deux quartiers. Et plus on a des collaborations d'autres organisations, eux, ils ont des citoyens, avec eux, on peut aller encore plus loin et enlever sur Montréal cette étiquette de, non seulement de pauvreté, mais aussi l'étiquette de manque de propreté. Avoir plus d'espace, ça veut dire avoir plus d'espace où les citoyens puissent donner leurs idées sans qu'on porte la nationalité, mais aussi commencer par des actions petites, comme ce qu'on fait avec, je prends un exemple, et le jour de la Terre. On peut prendre ça comme exemple où on nettoie quelques quartiers, mais si on se joint en organisme, on peut atteindre plus d'espace. Et à ce moment-là, les citoyens vont se joindre à nous le jour de la Terre. Nous n'avons pas une petite équipe pour célébrer ce jour-là à Montréal-Nord, mais vraiment d'équipe. Puis, visibilité des actions, mobiliser les médias, montrer qu'on peut parler, mais qu'on agit aussi. Parce qu'on fait les actions, si nous avons les médias, comme ça, notre action pour aller encore plus loin et même servir qui sert d'exemple aux autres. S'organiser pour l'entraide des personnes les plus vulnérables au climat, par exemple, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Comme j'avais donné des exemples, pouvoir les aider soit à aller au parc ou encore aller même rester devant leur immeuble pour pouvoir s'aérer un peu. C'est quand on est seul là et on est dans des conditions, je veux dire, manque de mobilité, encore une personne âgée là, se retrouver seule, ça va agir également sur leur santé. Et c'est quelque chose également à protéger. Parce que si la personne est physiquement un problème et également moralement un autre problème, la personne ne va pas tenir le coup. Et c'est pas ce qu'on veut. On voudrait que tout le monde soit comme on peut, bien de savoir. Nous avons tous nos problèmes, mais ceux qui sont seuls, je pense que quand on est seul, on a plus, parce que moralement, on n'est pas bien. On ne sait pas où frapper, où se sortir. Mais des fois, quand on pense à eux, on vient à eux, ces personnes-là ont envie de vivre et ça nous permet également de leur parler, de vivre leur expérience et peut-être pour nous qui sont encore moins âgés qu'eux et qui vivent dans d'autres conditions. Merci. Merci Elisabeth. Je pense que c'était très juste ce point sur l'isolement. Puis en même temps, on voit bien que c'est un défi aussi pour Parole d'Exclus qui veut travailler sur le collectif et entre l'isolement et le collectif. Je vais passer la parole à Elisabetta et Paola et on va essayer de faire court pour qu'on ait un petit 15 minutes de discussion avec le public. Bah, moi, je vais aller très vite parce que finalement, au moment où il y avait l'activation, j'étais pas là.
Donc en fait, ce qui apparaît dans les échanges, c'est que effectivement, tous les participants n'avaient pas du tout envie, et quand on parlait de transition écologique juste, ils voulaient pas, même si on a réfléchi sur la création, les montages d'une ressourcerie de valorisation, la création des lieux dédiés à la transition écologique, une fête de recyclage et tout ça. Mais tout ça, l'idée, c'était pas de faire des actions pour verdir les quartiers ou pour s'inscrire dans les éco-gestes un peu normatifs de l'éco-citoyen lambda. C'était accompagner vraiment d'une réflexion très profonde pour faire de ces initiatives, en fait, de levier de réelle transformation, déjà dans la réduction des inégalités territoriales, dans la volonté en fait d'utiliser ces outils-là pour permettre l'accès à des espaces de pouvoir décisionnaire. Donc comment on peut inviter l'élu, comment on peut se rapprocher de ces lieux en fait où les choses peuvent se décider. Il y avait toute une question aussi autour de la question de la pérennisation des projets, c'est-à-dire comment on assure la relève dans des quartiers où les gens sont très mobilisés finalement et sont habitués à participer à ces projets, mais qui peuvent aussi se fatiguer de cette participation lorsque, par exemple, ne peuvent pas ne pas avoir toujours les ressources. Donc, à quel moment l'État aussi prend le relais pour porter ces projets et pas les faire assumer à des populations que, bien évidemment, peuvent lancer des choses. Et aussi, comment et quel rôle peut avoir, par exemple, les structures intermédiaires comme Parole exclue pour lancer, interpeller, mener du collectif, mais comment après il faut trouver des relais territoriaux. Donc finalement, tout ça montrait bien que l'idée, c'était pas de faire des petits projets de verdissement du quartier, mais vraiment des actions qui aient du sens, dans l'essence d'ailleurs d'une transition socio-écologique plus juste. Donc je ne détaillerai pas tous les points parce que comme ça, on peut laisser la place au débat. Paola, je te laisse conclure sur cette question-là alors. Oui, j'ajouterais que jusqu'à présent, cette démarche sont très ponctuelles et spécifiques sans mobiliser un nombre de citoyens, mais comme Elisabeth le disait, il faut élargir à d'autres personnes, qu'on puisse entendre la voix d'autres personnes, puis aussi continuer à chercher, à expérimenter des méthodes de recherche qui soient participatives, qui permettent d'émerger la parole des citoyennes et citoyens, puis de mieux comprendre les réalités. Puis là, il faut aussi des ressources pour passer à l'action, pour mettre en place les initiatives, des ressources aussi pour valoriser, compenser les savoirs citoyens. On fait émerger la parole et tout, mais il faut aussi les reconnaître, les faire valoir et ça nécessite des ressources. Puis là, ça pourrait être, par exemple, la méthodologie, par exemple, le croisement de savoir, ça pourrait être un outil pour sensibiliser les décideurs, les politiciens à les questions de la rémunération des valeurs citoyennes, la question de la transition socio-écologique dans les quartiers. Donc là, il y a ils sont des méthodologies très puissantes qui peuvent devenir un outil très puissant pour ça. Puis, oui, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Paola. On a quelques minutes maintenant pour élargir encore la discussion. Il y avait notamment deux personnes qui avaient mis des questions dans le fil de discussion. Il y avait une première question sur le fait que l'approche de recherche-action participative semble dynamique au Québec. Il y a plusieurs pratiques de conscientisation. On a parlé du croisement des savoirs, de la TD. En quoi et la question était un petit peu de comment est-ce qu'on peut situer la spécificité en fait de l'approche de ces approches de parole d'exclus et de l'IUPE par rapport à ce paysage. Je sais pas si Paola, tu veux répondre. Euh, je pense que la spécificité de Parole d'Exclus, c'est son ancrage, d'abord son ancrage dans les territoires. C'est, comme je dis, nous, on a la recherche se fait au quotidien en créant les liens avec les citoyens, en partant c'est pas comme, c'est une approche très ancrée dans les territoires, c'est pas d'entrer et sortir du territoire. Donc, déjà, les mêmes modèles d'action de Parole d'Exclus, ça fait que ça soit spécifique.
Il y a aussi mais la réalité du terrain, la réalité du quartier dans lequel on est. C'est un quartier très diversifié avec, donc là, on essaye de, parfois, c'est toujours pas la réalité qu'on peut mettre comme faire participer ou co-construire toutes les étapes d'une recherche, mais on essaye, on expérimente tout le temps de comment est-ce qu'on peut mettre tous les savoirs, toutes les contributions, les mettre en valeur, mais c'est pas, c'est un enjeu et c'est à la fois une spécificité de ce qu'on fait à Parole d'Exclus, d'ouvrir des espaces, que ce soit la création du projet jusqu'à la mise en place des actions. Donc, parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. Donc, je pense que c'est ça. Puis, oui, c'est un peu ça que... Mathilde, tu voulais prendre la parole? Je vois Je voulais juste rajouter aussi un élément par rapport à la question qui a été posée sur la spécificité de parole d'exclus. Tout ce qu'a dit Paola est très juste. J'ajouterais que l'approche de parole d'exclus, c'est une approche de production de connaissances orientée vers l'action. C'est pas une production de connaissances pour la connaissance en soi, mais vraiment dans un objectif de passer à l'action, de développer des projets collectifs qui, avec les acteurs sur le territoire qui comprennent aussi les citoyens et citoyennes du quartier. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait notre spécificité dans cet écosystème. Oui, il y avait une deuxième question qui était sur la différence avec... il y avait une question sur la valeur scientifique de cette méthode, sur la différence aussi avec l'observation participative. Là, je vois Martine Vézina qui rajoute en quoi ça permet de poser de nouvelles questions de recherche. Euh, Soit, je sais pas qui veut se lancer, Elisabetta ou Paola, en quoi cette manière-là de faire de la recherche permet d'amener de nouvelles questions, nouveaux savoirs. Parce que finalement, parfois, en fait, il y a des questions qui ne nous viendraient pas à l'esprit en tant que chercheur, en fait, parce qu'on vient de milieux tellement différents où on est socialisé à d'autres façons de regarder la réalité, et que finalement, en s'immergeant complètement, en fait, depuis la formulation de la question de recherche, donc quand on arrive, on n'a pas forcément une question posée, cette question, elle se dessine aussi par la confrontation et l'échange avec d'autres expériences qui font que bah, il y a des questions qui émergent de cette rencontre. Et c'est assez étonnant la façon dont ça peut se produire et amener effectivement à de nouvelles réflexions qui déplacent l'exercice autour des mots. Moi, ça me paraît à chaque fois très, très instructif de la façon dont on a l'impression qu'on réfléchit, on pense tous de la même manière autour d'un simple mot et que finalement, quand on se confronte, ne serait-ce que sur ce qu'on y met derrière, la multiplicité des groupes qui sont en présence, par exemple dans les croisements, montre que c'est très différent. Donc déjà, à partir de là, ça mène voilà, depuis les débuts, à des croisements assez féconds en termes de réflexion et de réflexivité. Moi, je dirais qu'il y a aussi une notion qu'on ne voit pas toujours apparaître parce qu'elle est un peu en filigrane, mais les croisements de savoir, par exemple, qu'on a fait à Montréal-Nord, c'était avec quand le support de parole d'exclus, quand ATD le met en place, c'est quand même les mouvements qui le portent. Donc, il y a quand même un intermédiaire qui est l'intermédiaire associatif dans lequel les personnes en présence sont socialisées. Donc ces savoirs-là sont les savoirs des personnes, mais sont aussi les savoirs qui ont été formés, façonnés, discutés dans les cadres aussi des associations, des mouvements auxquels ils appartiennent. Et ça, c'est aussi intéressant et précieux après dans la phase d'activation ou de plaidoyer selon à quoi ça va servir la recherche. Et ça, on le voit moins parce qu'on parle toujours des groupes d'acteurs, mais derrière, il y a quand même toujours un fil porteur, et heureusement, je dirais. Paola, est-ce que tu voulais ajouter un élément sur cette question-là? Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde dans le fil de discussion, il n'y en avait pas d'autres. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole? Euh, on est à distance, on est loin, mais j'essaye de surveiller tout le monde.
surveiller, c'est pas le bon terme, hein, mais de donner la chance à tout le monde. Non, Une autre je vois question des qui est apparue dans le chat. Ouais. À quel Oui. est le défi le plus important que vous avez rencontré et quelle action structurante serait la plus importante à mettre en place selon vous pour avancer dans la démarche? Amada Touré. Quelqu'un veut répondre à ça sur les difficultés, les défis? Euh, Ben, dans la mise en place de méthodologie, il y a toujours des défis quand on travaille dans cet esprit de co-construction. C'est lié justement à la diversité des savoirs, des défis. Parfois, par exemple, le projet Balade commentée, parfois c'est la recherche, le départ, c'était la recherche qui a pris un peu plus le lead, puis après c'est l'équipe de mobilisation. Donc c'est toujours comme c'est un peu comme naviguer entre la réalité aussi de l'organisme. On a parfois les recherches, on a des besoins plus des actions, les besoins des actions plus concrètes sur le terrain, tandis que la recherche elle avance un peu d'une manière pas au même rythme. Donc là, il nous a fallu comme naviguer un peu entre les deux rythmes de l'action et la recherche, puis arriver à balancer tout ça. Il y a aussi, comme je nommais tantôt, les défis, par exemple, pour la reconnaissance, la mise en valeur des connaissances, des savoirs, des expériences des citoyens. Ça, c'est toujours un défi. Puis il y a aussi des défis plus techniques comme Elisabeth le disait, on a dû passer beaucoup de temps par réfléchir sur comment adapter les méthodes à la réalité. C'est pas importer juste la méthode puis le faire tel quel. Ça nécessite du temps, ça nécessite des espaces collectifs, de réflexion, c'est vraiment un travail, ce travail de co-construction de tout, comme nous on le fait à Parole d'Exclus, ça soulève des défis. Euh, Est-ce que Elisabeth ou Elisabetta voulez ajouter un mot là-dessus, sur les défis, puisque vous les trouvez difficiles ou... Elisabeth, peut-être toi, et après je peux. Oui, bon, je vais d'abord, pour la balade commentée, je veux dire, rejoindre les citoyens était un peu difficile parce qu'il fallait d'abord pouvoir les rejoindre et ensuite avoir une heure, une date qui correspond à tout le monde. Mais une fois que c'était fait, c'était correct, on pouvait se lancer et prendre du plaisir dans ce qu'on faisait. Et c'est de même pour le croisement du savoir. On était là parce qu'on ne savait pas encore à quoi s'attendre. C'était une découverte. Mais une fois qu'on était plus ou moins en groupe, et Elisabeth qui était là avec nous pour coordonner, nous aider, on a pu mieux comprendre ce qu'on allait faire et donner librement nos idées. Et pour conclure, je peux dire, avec Parole d'Exclus, une fois qu'on est lancé, c'est trop du beau travail. Au début, ça peut prendre du temps, mais on finit par sortir satisfait. On vient, on revient, on prend toujours plaisir. Bon, moi, personnellement, je prends toujours plaisir à participer dans les rencontres ou encore, je fais partie d'un comité qu'on appelle Racine, que je n'avais pas dit ça avant, un comité qu'on appelle Racine, qui est encadré par Parole d'Exclus. Je participe toujours dans les actions que fait Racine et également avec Parole d'Exclus. Que ce soit en rencontre ou encore des activités vraiment où on en a les citoyens qui participent, je prends toujours plaisir. C'est pourquoi je peux dire ce serait bien que les autres membres d'organismes qui sont peut-être là aujourd'hui prennent du plaisir à faire ce qui peut faire venir les citoyens à participer. Parce que quel que soit à Montréal-Nord ou ailleurs, une fois que cette personne se retrouve seule, il n'y a pas une question de citoyen du Montréal-Nord, il y a seulement une question de citoyen. Nous sommes tous dans des difficultés. Alors, sincèrement, prenez exemple avec Parole d'Exclus,
pour rejoindre ces personnes parce qu'ils ont besoin de vous. Des fois, ce sont des parents dont les enfants n'ont pas vraiment le temps pour en prendre soin. Si vous pouvez, votre présence leur fera du bien. C'est fait un plaisir de vous avoir. À une prochaine. Merci Elisabeth. Peut-être une toute dernière question, on va terminer là-dessus. Ça fait partie des défis très importants évidemment dans ce type de démarche. Question de Francesca Petrella. Comment vous avez procédé au niveau éthique en termes de consentement, mais surtout pour prendre en compte les rapports de pouvoir implicites, par exemple? Paola ou Elisabetta, si vous voulez intervenir là-dessus. Ben, en fait, j'allais rebondir sur ça quand je voulais répondre à la question quels ont été les défis. Les défis dans ces démarches, c'est toujours la question de comment on arrive à déjouer ou atténuer les dimensions, enfin les rapports de pouvoir, parce que forcément, ils se évitent pas complètement, ils sont toujours latents. Et donc, c'est tout ce travail, en fait, notamment les groupes de pairs, ce sont des lieux hyper importants dans ces démarches parce qu'ils permettent vraiment de faire éclore une parole libre pour chacun des groupes pour venir préparer en fait pour la confrontation après dans la plénière et donc permettre de déjouer les entre pairs en fait permettre de déjouer après dans la confrontation ces effets de rapport de pouvoir qui restent parce que même au sein d'un groupe identitaire similaire ben, il peut y avoir toujours quelqu'un qui prend plus la parole plus ou moins enfin voilà ça s'annule pas complètement, mais il y a justement la méthodologie qui sert déjà à ça. Donc, c'est pour ça que c'est la construction est extrêmement longue et ça dure très longtemps. Après, là, il faut dire que chez Parole d'Exclus, c'était des personnes qui se connaissaient déjà par ailleurs. Donc, il y avait une donne aussi importante à prendre en compte. Et d'autre part, c'est aussi comment on ne tombe pas non plus dans la condescendance ou dans les désempowerment. Parce qu'à force de ne pas vouloir prendre les pouvoirs, on peut aussi trop se taire et considérer que les autres ont toujours raison. Et inversement, les autres, ils ont aussi besoin du savoir, par exemple, académique, ou ils ont besoin de... Donc, en fait, c'est tout un jeu d'équilibrage assez subtil qui n'est pas du tout simple. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'une réflexivité permanente autour de sa... Vraiment déjà sur sa posture, parce que se penser comme un acteur qui opprime, c'est pas évident. Et donc, il faut quand même se le dire constamment où j'en suis avec ça et c'est intéressant voilà, dans ces processus collectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va terminer là-dessus. C'est le temps qu'on s'était donné. Je remercie Paola Cruz, Elisabeth Maris Plantin, Elisabetta Bucolo ainsi que le public et Mathilde Manon pour leur participation à ce webinaire. Merci au FRQ, le Fonds de recherche du Québec, pour son soutien financier qui nous permet de faire aussi ces activités. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a stimulé chez vous des réflexions, des questionnements. Ces questionnements, on les porte aussi aux crises, à Parole d'Exclus. Il y aura d'autres occasions d'échanger. Donc, pour suivre les prochaines actualités du crise, n'hésitez pas à consulter le site internet et on vous annonce déjà qu'il y aura une visite organisée à Parole d'Exclus en juin prochain pour vous permettre de venir voir justement euh, l'implantation de Parole d'Exclus, son approche. On a bien compris de l'importance aussi de le vivre. On a compris l'importance de partager des moments ensemble, pas seulement à distance dans les webinaires, mais en se voyant autour d'un café, en allant marcher un petit peu. Et donc, il y aura une visite à Parole d'Exclus en juin 2026. Consultez le site web du CRISE pour avoir les informations. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt.